Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes du Francophone. C'est Dr Yann Ajmo qui vous parle. Je vous rappelle que je suis médecin aux soins intensifs depuis maintenant presque 15 ans. Je travaille dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal à l'installation Santa Cabrini. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de recevoir une de mes collègues de l'hôpital, une de nos pharmaciennes, Andréane Vincent. Bonjour Andréane. Salut Yann. Ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer, parler du vif du sujet de la gestion de certains médicaments que des fois les médecins, on n'a pas toutes les petites intuitions puis toutes les petites perles pharmaco pour pouvoir bien les gérer. Toi, tu vas venir nous instruire là-dessus aujourd'hui. J'aimerais ça que tu te présentes un peu pour le bénéfice de nos auditeurs. Oui, donc moi c'est Andréane Vincent, je suis pharmacienne ici à l'hôpital Santa Cabrini depuis janvier 2017. J'ai mon PharmD puis j'ai ma maîtrise en pharmacothérapie avancée. Parfait, excellent. Alors écoute, on va parler de la phénitoïne, de l'acide valproïque et de la digoxine. On va y aller rondement dans chacun de ces médicaments-là qui, des fois, peuvent avoir certaines difficultés à ajuster et à bien gérer selon la fonction rénale, l'obésité, les loading doses. Alors, on va commencer tout de suite avec la phénitoïne. D'accord avec toi? Super. Excellent. Alors, ça arrive souvent qu'on a des patients aux soins intensifs qu'on a intubés, qui ont convulsé, ils ont été mis sous fentanyl, propofol, et naturellement, souvent, l'urgentologue a débuté 1 gramme de dilantin de façon empirique, puis a commencé les doses usuelles là, de 100 mg IV aux 8 heures. Nous, on arrive au matin, on a le patient à gérer, puis on débute un gavage, puis on veut passer le dilantin au niveau péros. Alors, qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus? Parce que la gestion péros, je pense qu'elle n'est pas tout à fait comme celle IV. Hein? Non, c'est ça. Fait que dans le fond, quand on débute du dilantin péros, faut faire attention pour l'absorption, c'est super important, ils pensent pas tout le temps, mais ça peut avoir un gros impact. Par exemple, dans les soins critiques, les patients sont intubés, ils ont des gavages. Donc ça va avoir un impact sur la gestion du dilantin. Fait il y a une interaction assez majeure finalement du dilantin avec les gavages, puis ça peut diminuer l'absorption de façon très significative. Là, normalement, on parle de quasiment 100% d'absorption au niveau oral. Ça peut diminuer jusqu'à 20% avec les gavages. Oh mon Dieu. Exact. Fait que c'est très important. En fait, comment on gère cette affaire-là finalement, c'est que s'il y a un patient qui a un tube puis qui est gavé, premièrement, c'est sûr que la formulation est importante de la phénitoïne. On va donner la solution orale, évidemment. Donc, pour la donner de façon adéquate par tube, si le patient est gavé, on doit cesser les gavages 2 heures avant de donner la dose de dilantin. Après ça, on doit donner la dose, solution orale évidemment, puis parfois c'est mieux de diluer avec de l'eau, ça passe mieux par le tube. Par la suite, une fois que la dose est donnée, on va flusher et on va attendre 2 heures avant de reprendre les gavages. Parce que si on fait pas ça, la phénitoïne, elle va lier le tube, oui, mais aussi les protéines puis le calcium dans les gavages, puis c'est là qu'on va vraiment avoir un impact sur l'absorption. OK, ça veut dire que si, par exemple, j'ai atteint un équilibre puis une efficacité de mon dilantin dans le premier 24 heures puis que je change péros, ça se peut que tout d'un coup, dans le prochain 24 heures, je sois complètement infrathérapeutique, là, ça veut dire. Exactement. Fait qu'on peut vraiment impacter la clinique à ce niveau-là puis on peut mettre le patient à risque de convulser, par exemple. Même chose, un patient qui est sous dilantin, phénitoïne de façon chronique, puis là, il est admis aux soins, il y a un tube, fait que là, on veut le donner par gavage. Ben là, il faut faire attention parce que justement, on peut vraiment baisser ses concentrations plasmatiques puis le mettre à risque de convulser. OK. Des fois, quand on donne nos doses, notre 1 gramme de dilantin, notre 1000 mg, des fois, je sens que les pharmaciens, ils titillent un peu, là, ça les tortille sur leur chaise, ça les dérange un peu, surtout dans les cas d'obésité, hein, si je me trompe pas. Là. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça, surtout avec le poids des patients? Oui, c'est ça. Fait que pour faire de l'urgence, là, je le vois souvent, là, un patient, il convulse, on stabilise avec des benzos, on part le dilantin IV en stat, puis le réflexe, c'est de donner 1 gramme de dilantin IV stat. La dose, elle fonctionne chez un patient de 70 kg, mais normalement, dépendamment du poids du patient, la dose, c'est peut-être pas adéquat, en fait, parce qu'on se rappelle que la dose de dilantin, de loading, normalement, c'est entre 15 et 20 mg par kilo. Donc, un très petit patient, parfois, on doit donner moindre qu'1 gramme, mais aussi, chez un patient qui est obèse, il faut faire attention parce que le 1 gramme, ça peut être ne pas suffisant, en fait. Puis, il y a un peu de Bon, pour ce qui est de la dose, quel poids qu'on prend finalement en obésité? Il y a des questions parfois qui se posent. Est-ce qu'on prend le poids actuel? Est-ce qu'on prend le poids idéal? Est-ce qu'on prend le poids ajusté? Dans la littérature, il y a des formules qui existent. Il y en a une d'ailleurs qui ajuste le poids. C'est comme un calcul de dose ajustée.
Mais c'est un petit peu plus complexe, j'entrerai pas dans les détails, mais en gros, des fois, faut pas paniquer, mais ça donne un poids de dosage plus élevé que le poids du patient. Pourquoi? Parce que le dilantin se dissout vraiment, il va se loger vraiment dans les graisses. Fait que ça fait un volume de distribution plus important. Fait que le loading, en théorie, devrait être plus important encore. Moi, en pratique, je suggère de juste prendre le poids actuel du patient, mais de pas dépasser 2 grammes de loading total. Puis si on n'est pas sûr de notre shot, on fait un dosage 4 heures post-dose IV. Puis on peut calculer une dose de charge partielle, on peut demander au pharmacien de le faire. Ou on réévalue selon ce qu'on a là. OK. Ça arrive souvent des fois que j'ai des patients sous dilantin comme ça, que je vais donner les doses, puis je vais donner mon 100 mg aux 8 heures, puis mon dosage a de l'air adéquat, mais il y a des patients que j'ai de la misère à monter ou qui ont de l'air à consommer le dilantin. Ouais. C'est qu'on ne consomme pas le dilantin, mais ça donne cette impression-là parce que ça baisse, ça chute, je donne des hautes doses de 500. Alors, je pense que par rapport à l'albumine, l'insuffisance rénale, les concentrations totales ou libres, il y a beaucoup de choses à se questionner là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup de choses à se questionner. Mais c'est sûr que d'emblée, si on a de la misère à monter le dosage chez un patient, il faut se demander l'absorption, est-ce qu'elle est adéquate. Fait que justement, s'il y a une interaction au niveau, s'il y a un gavage ou quoi que ce soit, c'est quelque chose à se poser. L'autre affaire, c'est quand on a des doses Péros, faut pas dépasser 300-400 mg par dose parce que sinon, justement, l'absorption est limitée. Fait qu'il faut vraiment fractionner les doses. Alors, tu suggères pas de donner un 300 HS, là, par exemple? Ben, 300 HS, bon, c'est sûr que ça, là, il y a la nuance de la forme aussi. Les capsules sont longue action de phénitoïne. Fait que 300 HS, ça pourrait être adéquat. La demi-vie de la phénitoïne, ça peut être autour de 22 heures. Fait que ça se peut que ça soit correct. Mais aussitôt pas dans un gavage, par exemple. Mais dans un gavage, c'est ça l'affaire. Là, j'ai parlé des capsules longue action, mais quand on a un patient qui est intubé avec un gavage, c'est la solution orale. Ça, il y a pas... C'est pas une absorption qui est prolongée. Fait que c'est sûr qu'il faut fractionner au moins en BD si on veut avoir la couverture 24 heures optimale. Fait que ça, c'est pour ce qui est de l'absorption. Si un patient monte pas ses dosages aussi, il y a quelque chose qui est super intéressant et qui est décrit dans la littérature, c'est qu'un trauma crânien, parfois il y a une induction du métabolisme aussi du dilantin dans les premiers peut-être 72 heures post-trauma. Fait que ça se peut que ça soit une raison pourquoi le patient monte pas ses dosages. Mais ça, cette induction-là va se perdre au fil du temps. Fait que c'est correct pour le chronique, on s'en occupe pas. L'autre affaire, c'est qu'on le 100 mg TID, c'est un classique aussi. Là, comme on donne en loading 1 gramme IV, stat, c'est fait. Après ça, dose à 24 heures plus tard, on passe au Péros 100 au 8. Mais par contre, encore une fois, il y a une dose selon le poids. C'est entre 4 et 6 mg par kilo normalement. Fait que chez nos patients qui sont obèses, justement, mais ça peut être trop. Puis chez nos petits patients aussi, les petites madames rachitiques, par exemple, qu'on a souvent ici, on a des patients âgés. Bon, fait que c'est quelque chose à penser. Fait que peut-être toujours voir si on est dans l'intervalle du 4 à 6 mg par kilo. On fait notre dosage puis on ajuste en conséquence. Puis qu'est-ce que tu fais avec l'albumine? Exact. Fait que ça, quand on interprète un dosage, ça c'est l'autre affaire qu'il faut vraiment être vigilant en fait parce qu'on sait que le dilantin est fortement lié aux protéines plasmatiques à l'albumine. Et dans les cas d'hypoalbuminémie, ben, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, aux soins intensifs, souvent, nos patients, c'est ça, on le voit clairement, là. Puis il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer la baisse d'albumine. Mais dans l'état inflammatoire global des soins intensifs, ça explique la grande majorité des hypoalbuminémies. Alors, dans ce cas-là, quand on interprète une phénitoïne totale, parce que dans le fond, ce qu'on demande souvent quand on fait un dosage, c'est une phénitoïne totale. Parce qu'on a la possibilité de demander le total et la fraction libre, mais la fraction libre, ça coûte plus cher. On ne demande pas d'emblée, c'est vraiment le total. Donc, dans ces cas-là, si le patient il y a une albumine qui est basse, ben, il y a une formule d'ajustement. En fait, dans plusieurs programmes MedCalc, d'ailleurs, on peut trouver la formule. Donc, il faut toujours ajuster selon l'albumine, mais il faut penser aussi qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire varier la fraction libre de la phénitoïne. Parce que c'est quoi l'issue ici? C'est pourquoi, en fait, on veut ajuster. C'est parce que quand on a une baisse d'albumine, il y a moins de sites de liaison. Donc, la fraction libre, en théorie, elle va être augmentée. Donc, faut prendre en compte ce facteur-là. Je n'entrerai pas dans les détails, c'est très complexe, mais c'est pour ça qu'on doit ajuster absolument. D'ailleurs, l'autre point que je voulais amener aussi, c'est que les substances rénales chroniques aussi, ça peut impacter. Même un patient en IRA, ça peut impacter parce que l'urée, elle va se lier aussi à l'albumine. Ça va déplacer la phénitoïne des sites de liaison, puis ça va encore augmenter la fraction libre. Puis on se rappelle que la fraction libre, c'est la seule fraction qui a un effet pharmacologique, en fait. Ouais. Fait que c'est pour ça. Fait que quand il y a trop de variables confondantes, c'est mieux de demander une fraction libre. J'ai un patient, par exemple, qui est hypoalbuminémie sévère, IRC ou IRA, on devrait demander une fraction libre. Ouais, ça va vous prendre plus de temps à avoir le résultat, ça va coûter un peu plus cher, mais au moins vous allez savoir où est-ce que vous en allez. Exactement. Puis j'ajouterais aussi qu'on s'est rendu compte ici aux soins intensifs que des fois, moi, je faisais mon calcul avec l'albumine, puis ma collègue pharmacienne faisait le calcul avec l'albumine, puis on n'arrivait pas avec les mêmes valeurs parce que selon les formules, il y en a qui prennent 32 d'albumine normale, puis d'autres 40 aussi. Alors, sachez juste qu'est-ce que vous prenez comme
comme formule d'interprétation, parce que ça peut faire une grande variabilité. C'était vraiment bien sur le dilantin. Avant qu'on passe à l'autre sujet, est-ce que tu avais quelque chose d'autre que tu voulais dire? Oui, c'est ça. Il y avait quelques autres facteurs à considérer. Si un patient qui est sous acide valproïque et phénitoïne en même temps, ça, c'est une autre affaire. L'acide valproïque va lier aussi l'albumine. Il va y avoir de la compétition de liaison. Puis ça, on peut pas corriger pour ça. Fait encore là, je vous suggère de peut-être faire une libre quand il y a cette interaction-là. Patient sous INS, aspirine aussi, ça peut faire le même principe. Donc, toujours à garder en tête à ce niveau-là. Parfait. Fait que tu parlais d'acide valproïque, fait qu'on va y aller. C'est notre deuxième molécule qui cause des problèmes. On sait que l'acide valproïque est souvent utilisé pour les patients épileptiques, mais aussi pour les patients psychiatriques qui ont des troubles de l'humeur puis qui ont besoin d'avoir une stabilisation à ce niveau-là. C'est comme un traitement adjuvant au traitement psychiatrique de base. Alors, je sais qu'il y a plusieurs sortes de formulations d'acide valproïque, puis il faut avoir une réflexion là quand même assez juste sur la gestion PEROS là, lorsqu'on fait des changements. Si le patient avait un type de formulation à la maison, puis on a l'autre formulation ici. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Ben c'est ça. Fait en gros, l'acide valproïque, il y a comme 3 formes de disponibles. Il y a l'acide valproïque, le valproate de sodium, puis il y a le divalproex. Fait que le divalproex, c'est un mélange de valproate de sodium puis d'acide valproïque, un mélange 1 pour 1. Mais dans tous les cas, quand on prescrit, c'est tout le temps en équivalent d'acide valproïque. Fait que c'est correct, on n'a pas besoin quand on change de formulation, de changer les doses. Par contre, ces formulations-là, entre eux autres, sont pas tout le temps bioéquivalentes. Fait que ce qu'on suggère, c'est quand on change de formulation, peut-être faire un dosage pour s'assurer que l'absorption est pas trop altérée, il n'y a pas trop une grosse différence à ce niveau-là. Et l'autre affaire, encore une fois, chez les patients intubés, aux soins intensifs, si on veut le donner par tube, ben les comprimés d'acide valproïque se coupent pas. Fait qu'il faut donner la solution orale, encore une fois. Mais par contre, il n'y a pas vraiment d'interaction au niveau du gavage, donc pas besoin d'arrêter 2 heures avant, 2 heures après, comme avec le phénitoïne. Okay. Mais il y a une compétition avec l'albumine, ce que tu disais tantôt, avec le dilantin, avec la phénitoïne, c'est ça? Oui, ben il y a l'interaction acide valproïque phénitoïne, puis ça a plusieurs niveaux. Il y a une compétition, oui, liaison au niveau des sites avec l'albumine, mais l'acide valproïque peut affecter les métabolismes de la phénitoïne, puis la phénitoïne peut induire les métabolismes de l'acide valproïque. Fait que dans tous les cas, les médicaments ils s'influencent entre eux autres, on sait pas trop où ça vire cette affaire-là. Fait que c'est pour ça qu'on doit suivre, faire des dosages quand on introduit un ou l'autre. Dans le portrait. Là. OK. Ouais. Surtout souvent quand on utilise l'acide valproïque comme un stabilisateur de l'humeur, on se fie un petit peu moins au dosage que quand on est dans un état épileptique. Mais je pense que c'est important de le garder en tête aussi. Est-ce que dans un contexte d'insuffisance rénale, on doit aussi gérer l'acide valproïque ou c'est plus ou moins nécessaire? Ben, en fait, quand il y a une insuffisance rénale, pour ce qui est du dosage, encore une fois, la fraction libre peut être augmentée pour les mêmes mécanismes un peu que la phénitoïne, là, avec l'urée, entre autres, là, ça va vraiment déplacer les sites de liaison. Fait que oui, il va falloir faire attention quand on interprète le dosage pour l'acide valproïque. Puis pour ce qui est de l'ajustement, en fait, pas d'emblée, pas vraiment, mais on doit suivre ça, d'ailleurs, les dosages. Là, c'est ma suggestion. Lorsqu'on fait un changement comme ça, tu nous suggères de faire un dosage d'acide valproïque combien? 24, 48 heures ou beaucoup plus long que ça, là, selon les changements, à cause qu'on va, mettons, quand tu parlais avec les patients qui étaient gavés, là, qu'on peut avoir une différence, là. Ben, normalement, c'est sûr que l'acide valproïque, la demi-vie, là, un petit truc pratico-pratique, mettons, l'acide valproïque, c'est entre 10 et 20 heures, la demi-vie. Puis quand c'est à l'équilibre, on dit 5 demi-vies à peu près du médicament. Fait que pour l'acide valproïque, après 5 jours, normalement, s'il n'y a pas de problème majeur d'élimination, là, on devrait être correct pour faire un dosage puis voir justement où on en est au niveau de l'absorption. OK. Fait que si le patient développe une insuffisance rénale, on va être un peu plus rapide pour faire le dosage, s'assurer de ne pas se retrouver avec des valeurs toxiques. Oui, c'est ça, mais en même temps, oui, parce que il peut y avoir la fraction libre qui est augmentée, mais en même temps, selon l'élimination rénale, le niveau d'élimination rénale, des fois aussi, ça fait que la demi-vie augmente. Fait que le temps pour atteindre l'équilibre aussi, ça va être peut-être un peu plus retardé. Fait qu'il y a ça aussi à garder en tête quand on... Tu vois, les pharmaciens sont plus que nécessaires aux soins intensifs parce que, je sais pas des fois qu'est-ce qu'on ferait sans vous. Tantôt, tu parlais que l'acide valproïque et la phénitoïne s'auto-influençaient. Est-ce que l'acide valproïque a d'autres interactions aussi que tu veux qu'on garde en tête? Quand on introduit une carbapénème dans un dossier d'un patient avec l'acide valproïque, ça, c'est une interaction qui est quand même assez majeure. Parfois, on a tendance à l'oublier. Mais ce qui va se passer, le mécanisme est un peu mal connu, mais en introduisant la carbapénème, on va vraiment diminuer les concentrations d'acide valproïque
au niveau du patient. Fait que si le patient prend pour de l'épilepsie, c'est un peu gênant parce qu'il est vraiment à risque de convulsion. De un, parce qu'on diminue l'acide valproïque dans son sang de façon significative et en très peu de temps, quelques jours. Et de deux, parce que en plus, les carbapénèmes diminuent le seuil de convulsion. Fait que dans le fond, on a double chance de convulser. Fait qu'il faut vraiment éviter cette combinaison-là lorsqu'on le peut. C'est avec toutes les carbapénèmes, en fait. Fait qu'on s'en sauvera pas. Si notre patient est intubé, de mettre un propofol ou quelque chose comme ça pour essayer de relever le seuil convulsif. Ou on veut couvrir avec quelque chose d'autre en attendant qu'on termine le traitement. On est déjà rendu à notre dernier médicament, la digoxine, qui est un médicament qui a été utilisé, mais ad nauseam dans le passé, beaucoup moins populaire depuis les 10 dernières années, mais par contre, je pense que c'est un médicament qui reste quand même assez efficace aux soins intensifs dans certains cas, comme par exemple quand on a nos patients en FA avec une certaine instabilité hémodynamique, des fois ça peut nous aider à ralentir. Alors, je me rappelle très bien que quand j'étais résident, on parlait de digoxinémie aux soins intensifs, ben on introduisait la digoxine, là, 0,5 mg, après ça 0,25, puis 25 un autre 6 heures, puis un autre 6 heures plus tard. Puis après ça, on avait notre interprétation qu'on faisait au lendemain matin, puis là, on avait toujours des valeurs qui étaient entre 0 et 2,5, puis on nous disait de viser 0,8 à 1,2, donc environ 1. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de ces dosages-là, puis de cette fenêtre de sécurité-là, parce que c'est un médicament qui peut tellement devenir toxique rapidement, puis causer des problèmes majeurs, là? Effectivement, je pense que ça, faut faire attention, puis quand on fait un dosage normal, en fait, il faut vraiment mettre la nuance, là, insuffisance cardiaque versus FA, parce qu'on pense souvent à, oui, c'est ça, le 0,8 à 1,2, là, finalement, qu'on vise, mais en FA seul, il n'y a pas vraiment de valeur normale étudiée. Il n'y a pas d'études randomisées contrôlées qui ont prouvé qu'il y avait des bénéfices. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment contrôle des symptômes. Tandis qu'en insuffisance cardiaque, on le sait qu'il y a des bénéfices au niveau de non de la mortalité, mais au niveau de la diminution des hospitalisations. Puis ça, c'est quand on se situe à peu près entre 0,6, 1,2, là, idéalement 0,8, 0,9 là, chez nos patients, qu'on devrait viser. Puis ce qui est touché aussi, c'est que dans le fond, dépendamment du patient, parfois, il peut avoir quand même des symptômes de toxicité à des valeurs normales. Puis ce qui est très mélangeant aussi, je trouve, c'est, je sais pas pour les autres valeurs de labo normal ailleurs, mais ici à l'hôpital, nous, nos normales, ils se situent de digoxine, là, ils se situent entre 1,2 puis 2 nanomoles par litre. Mais on se rappelle que en insuffisance cardiaque, lorsqu'on vise des valeurs cibles, on veut être autour de 0,8, 0,9. Fait que ça peut être un patient à 2, c'est élevé, là. Il peut avoir de la toxicité, là. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'à 2, en général, c'est rare qu'à 2, les patients vont avoir des bradies, sauf que s'ils deviennent en IRA, ils sont déjà à 2, ben, ils vont peut-être tomber à 4. Exact. Alors, quand on est à 1, ben, on a une petite fenêtre de sécurité. Je pense que c'est un peu là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je la connaissais pas, la petite différence. C'est sûr qu'on débute rarement de la digoxine pour une insuffisance cardiaque, là, aux soins intensifs, là. En général, c'est beaucoup plus pour de la FA, mais je n'avais pas cette notion-là. Puis effectivement, moi, j'y vais personnellement beaucoup plus avec des loading doses IV. C'était très rare que je passe ça PEROS, à moins que le patient en avait déjà à la maison, puis je reprends sa médication. Mais en général, c'est très ponctuel, puis je fais un dosage juste pour m'assurer. Mais tu vois, c'est quand même un peu rassurant de savoir que si j'ai pas encore mon rythme de contrôle que je veux, ben je peux me permettre d'en donner encore un petit peu plus, là. Lorsqu'on est en intoxication, par exemple, là, les intoxications aiguës versus chroniques, là, bon, on sait tous que le Digibind a été remplacé par le Digifab, mais c'est quoi ton approche par rapport aux intoxications? Qu'est-ce que tu nous suggères là-dessus? Mais peut-être plus d'être vigilant, justement. Les intoxications aiguës, je pense qu'on les manque pas, puis on sait quand même souvent, les valeurs de laboratoire vont être justement élevées, là, donc en haut du 1,2 souvent en intoxication aiguë. Donc, on a souvent des bradycardies, justement. Les valeurs de labo vont être hautes. Il y a de l'hypercalémie associée. J'entrerai pas dans les détails, mais à cause du mécanisme d'action de la digoxine, c'est sûr qu'on va avoir un potassium extracellulaire plus élevé. Donc, on va avoir une hypercalémie. D'ailleurs, en intoxication aiguë, l'hypercalémie est un marqueur pronostic aussi au niveau quand on analyse le dossier du patient. Tandis qu'en chronique, c'est un peu plus... les valeurs peuvent être normales, puis le patient peut être quand même intoxiqué à sa digoxine de façon chronique. Puis souvent, les patients ont plus de symptômes du système nerveux central en intoxication chronique. En aigu, on a plus de symptômes gastro-intestinaux. Fait que quand je parle en chronique de symptômes système nerveux central, on a souvent de la confusion, des patients, peut-être que des patients âgés vont chuter, confusion, les symptômes visuels aussi. On parle d'une vision un peu jaunâtre, là, mais aussi on peut avoir une vision qui est floue. Fait que vraiment des effets centraux plus.
Puis le potassium, il n'est pas tout le temps élevé en intoxication chronique. D'ailleurs, le potassium peut être normal ou bas. Puis en fait, un potassium qui est bas, ça peut même augmenter la sensibilité à la digoxine chez nos patients. Fait qu'il y a même un cas, c'est assez impressionnant. Il y a un cas à l'urgence, une madame qui était admise pour symptômes visuels, confusion, était FA, traitée avec de la digoxine, entre autres. Puis, quand en fait, ils suspectaient un AVC occipital parce qu'elle avait des symptômes visuels associés à ça. Tout était normal au scan et tout. Puis finalement, sa digoxinémie était à 1,6 quand même. C'est quand même pas très élevé. C'est dans les normales de nos laboratoires, c'est en bas de 2. Cependant, pour elle, je veux dire, c'est juste pour la FA, premièrement. Fait qu'il n'y avait pas de valeur cible. Sa fréquence cardiaque était super bien contrôlée. Elle était sous diltiazème aussi pour sa FA, puis ça semblait adéquat. C'était une petite madame de 85 ans. Je pense qu'elle pesait comme 50 kilos et elle avait un potassium limite bas. Fait qu'il y avait plein de choses qui pouvaient expliquer sa sensibilité à la digoxine. Puis d'ailleurs, on pense que c'est une intox chronique à la digoxine. Fait que finalement, on a cessé la digoxine. Puis c'était ça le problème de la patiente. Puis c'était normal. 1,6, c'est normal. Par contre, je pourrais ajouter quelque chose d'intéressant aussi, c'est que récemment, en 2017, le American College of Cardiology, ils ont sorti un avis, en fait. Ils ont fait une sous-analyse de l'étude Aristote. Puis ils ont remarqué que chez les gens avec FA seul ou FA avec insuffisance cardiaque, il y avait peut-être une tendance vers une mortalité augmentée proportionnellement aux doses plasmatiques de digoxine, aux concentrations qu'on mesurait, en fait, puis que c'était surtout significatif quand on avait des concentrations en haut de 1,2 en unité américaine. C'est nanogrammes par ml, là, ça donne à peu près 1,5. Fait que notre madame avait 1,6, là, fait que, tu sais, en plus, au niveau de la mortalité, il y a peut-être un effet quand même assez délétère, là, fait que considérant tous ces facteurs-là, on a juste cessé la digoxine. Peut-être 1,5, on voit ça tout le temps. Mais on voit ça souvent chez nos patients, puis à l'urgence. Puis moi, j'aime vraiment pas ça parce que premièrement, c'est super élevé. Les patients peuvent être toxiques à ces niveaux-là, chroniques. Puis on sait qu'en insuffisance cardiaque, oui, on vise quelque chose, mais max, honnêtement, moi, j'irais jamais en haut d'1,2. Surtout considérant les données qu'on a au niveau de la mortalité, puis que ça serait directement proportionnel aux concentrations plasmatiques de digoxine chez nos patients FA. Wow, intéressant. Je prends la balle au bon. Tantôt, tu parlais d'hyperkaliémie. Alors, je me fais souvent demander ça par mes résidents. Puis je voulais savoir ce que tu en penses. Si tu le sais pas, je veux pas te coincer. Mais au fond, c'est l'histoire de pas donner de calcium lorsqu'on a une hyperkaliémie dans un contexte d'intoxication à la digoxine, qu'on sait pas toujours, que le patient a une intoxication à la digoxine. Bon, moi, quand j'étais résident, là, il y a une quinzaine d'années, on se le faisait dire. Maintenant, on s'est dit que c'est un risque théorique. On est rendu où là, dans les informations par rapport à ça? Est-ce qu'il y aurait un malaise de donner du calcium à un patient qui a une kaliémie à 8 puis qui a des symptômes avec un QRS super large, mais qui est sous digoxine? Bon, ben c'est ça. Je dois dire, j'ai pas beaucoup de recul avec tout ça, mais par contre, j'ai lu un petit peu dans la littérature, dans les blogs de soins critiques et tout. Puis ce que j'ai compris, c'est que de façon théorique, avec le mécanisme d'action de la digoxine, j'entrerai pas dans les détails, mais c'est vrai que, bon, la théorie, c'est qu'on pourrait avoir un stone heart, puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que la contraction serait comme altérée au niveau du cœur, puis ça serait vraiment délétère, là, surtout dans un contexte comme tu me parles. Ouais. Ceci étant dit, les données qui backent ça, il y a pas rien il y a pas d'études randomisées contrôlées, mais on en aura pas, c'est sûr, là. Non. Mais c'est vraiment juste des petits rapports de cas qui ont été démontrés dans les années, je pense, les années 70, fait que ça fait super longtemps. Dans des études animales aussi, ils ont démontré qu'il y a peut-être un effet délétère, mais en pratico-pratique, si je regarde l'opinion des experts dans le domaine, c'est peut-être plus théorique que d'autres choses, puis je pense pas qu'on devrait se priver, selon moi, de donner du calcium IV dans un cas comme tu m'expliques. Ouais. En fait, moi, ce que je fais avec mes résidents ou avec les patients, c'est que je me priverai pas de le faire, mais je vais rester prudent. Voilà. Je vais rester très prudent. Écoute, c'était vraiment très, très, très intéressant. Je te remercie beaucoup, Andréane, d'avoir accepté l'invitation de venir parler sur les ondes du francophone. Pour les autres qui nous écoutent, si vous avez aimé ce balado-là, n'hésitez pas à le partager à tous vos amis qui aiment les soins critiques, aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmières, aux inhalothérapeutes, à tout le monde. Nos balados sont disponibles sur les plateformes habituelles, là, Apple Podcast, Stitcher, Google Podcast, toutes les plateformes que vous connaissez ou que vous aimez. On est sur Twitter, on est sur Facebook. N'hésitez pas à partager. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Merci, Andréane. Merci. À la prochaine. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.